Les chasseurs décollent par centaines, les canons turbo-laser ouvrent le feu. Au-dessus de Coruscant, la plus grande bataille des guerres des clones fait rage. Et partout où l'on regarde, on voit le même vaisseau, le Venator. À l'époque, personne n'imagine encore que ce symbole de la République survivra au régime qu'il sert. Pendant 3 ans, il transporte les Jedi à travers la galaxie. Puis, presque du jour au lendemain, il se retrouve au service d'un empire. Le destroyer stellaire de classe Venator construit par les chantiers navals de Kuat, il mesure 1137 mètres de long, 548 mètres de large et 268 mètres de haut, et devient rapidement le symbole militaire de la République durant les guerres des clones. Et malgré son apparence familière, le Venator est bien plus qu'un simple prédécesseur du destroyer stellaire impérial. Il fait partie des premiers vaisseaux à être officiellement désignés destroyer stellaire. Lorsque les destroyers stellaires impériaux apparaîtront quelques années plus tard, ils hériteront directement de sa silhouette et de sa désignation. Mais le Venator n'a jamais été conçu comme un simple cuirassé. À une époque où la plupart des vaisseaux capitaux étaient pensés autour de leurs canons, le Venator, lui, est conçu autour de ses chasseurs. Son immense hangar dorsal traverse presque la moitié du vaisseau et lui permet de lancer des centaines d'appareils en quelques minutes. Et un détail que vous avez peut-être déjà vu sans le savoir, c'est Anakin Skywalker lui-même qui suggère d'installer un canon de turbo-laser lourd directement dans la baie de hangar ventrale de certains Venators. Ce qui le rend unique dans l'histoire galactique. Là où le futur destroyer stellaire impérial misera sur la puissance de feu brute et l'intimidation, le Venator mise sur la mobilité, les escadrons embarqués et la projection rapide de force. Deux vaisseaux visuellement similaires, deux philosophies radicalement différentes. Et bientôt, deux régimes. Un équipage de plus de 7000 personnes, plus de 400 appareils embarqués, selon les configurations, des chasseurs de supériorité aérienne, des bombardiers lourds et les intercepteurs personnels des Jedi eux-mêmes, comme ceux d'Anakin et Ahsoka. Sans oublier les canonnières et les marcheurs blindés. Le Venator n'était pas seulement un porte-avions spatial, c'était une force capable de mener à elle seule la première phase d'une invasion planétaire. Côté armement, 8 tourelles lourdes de turbo-laser, 2 canons moyens, 52 canons de défense rapprochés, 4 lance-torpilles à protons. Sa propulsion repose sur 8 moteurs ioniques, couplé à un hyperdrive de classe 1, avec un système de secours de classe 15 en cas de problème. Précision, pour un hyperdrive, plus le chiffre est petit, plus vous allez vite. Et son prix va vous surprendre environ 59 millions de crédits. Le destroyer impérial stellaire qui lui succédera coûtera plus du double, 150 millions de crédits. Le successeur de l'Empire est non seulement plus grand et plus terrifiant, il coûte aussi beaucoup plus cher. Et ce hangar dorsal, sa plus grande force, c'est aussi son point faible. Une fois ouvert, le blindage du vaisseau chute drastiquement. Cette immense ouverture constituait une vulnérabilité évidente lors des affrontements les plus intenses. La leçon sera retenue, plus aucun futur destroyer stellaire n'aura cette vulnérabilité. Le Venator innove aussi avec un système unique, 2 tours de commandement séparées au lieu d'une seule. La tour bâbord coordonne les escadrons de chasseurs, la tour tribord pilote le vaisseau lui-même. Une logique de porte-avions pure. Mais sur le plan défensif, ce choix reste discutable. 2 tours fines isolées qui dépassent largement de la coque principale. D'un point de vue militaire, on pourrait penser que le centre de commandement devrait être bien moins vulnérable et exposé que cela. Pourtant, Star Wars fait souvent le choix inverse. Ce n'est pas propre au Venator. On retrouve cette philosophie sur le destroyer stellaire et sur bien d'autres vaisseaux. Et un détail méconnu, le Venator n'était pas qu'un porte-avions. Il possédait également un niveau de détention sécurisé destiné aux prisonniers de haute valeur, comme le vice-roi Nut Gunray, une sécurité jugée infaillible jusqu'à ce qu'Asajj Ventress prouve le contraire, en s'y infiltrant directement par les conduits de ventilation. La sale bête. On l'appelait le croiseur Jedi. Anakin, Obi-Wan, Ahsoka, Plo Koon, la quasi-totalité des généraux Jedi de la Grande Armée de la République en faisaient leur vaisseau amiral. Le Venator devient le symbole visuel de la République à son apogée. Le bon destroyer stellaire, disent encore certains fans aujourd'hui. Celui des Jedi, pas celui de l'Empire. Pendant 3 ans, les Jedi ont considéré ces vaisseaux comme une maison. C'est justement ce qui rend la suite si tragique. La scène d'ouverture de l'épisode 3, un Venator survole Coruscant. Un dernier clin d'œil au tout premier plan de Star Wars en 1977, mais inversé. Là où on voyait un destroyer stellaire maléfique de dos, ici on voit un vaisseau de la République depuis le dessus. C'est un Venator, le Gwar Lara,
qui finit par asséner le coup de grâce à la main invisible, le vaisseau amiral du général Grievous. Anecdote de production, le nom de la main invisible, Invisible Hand, n'existait même pas dans le script original. C'est l'auteur Matthew Stover qui l'a inventé en écrivant la novélisation, simplement parce que le script original ne donnait aucun nom à ce vaisseau. Et puis vient le jour où tout bascule. Exécutez l'ordre 66. Le message de Palpatine est reçu à bord. Quelques instants plus tard, l'ordre 66 est exécuté par les mêmes hommes qui servaient les Jedi depuis 3 ans. L'exemple le plus marquant se déroule à bord du tribunal. Ahsoka Tano ramène Rex et leur division vers Coruscant après avoir capturé Maul sur Mandalore. Nous autres Jedi, nous avons été formés pour être les gardiens de la paix. Nous, c'est notre seule raison d'être. Nous avons des sentiments très partagés quant à la guerre. La plupart des gens souhaiteraient qu'elle n'ait jamais eu lieu. Mais sans elle, nous autres clones, nous n'existerions pas. La République n'aurait pu rêver de meilleurs soldats, ni moi de meilleurs amis. En chemin, l'ordre tombe. Les clones se retournent contre elle. Ahsoka libère Maul comme diversion. Le temps de retirer la puce de contrôle de Rex et de le libérer du lavage de cerveau. Le combat qui suit détruit l'hyperdrive du vaisseau. Le tribunal s'écrase sur une lune isolée. Seuls Maul, Tano et Rex survivent. L'épave restera ensevelie sous la neige pendant des années, jusqu'à ce que l'Empire la découvre sur le site du crash. Dark Vador lui-même viendra y retrouver le sabre laser abandonné par son ancien apprenti. Le même vaisseau, la même coque, le même hangar qui transportait les Jedi en mission de paix devient l'instrument de leur extermination. Aucune transformation physique, aucune modification visible, juste un ordre différent. C'est peut-être la transition la plus glaçante de toute l'histoire de Star Wars, parce qu'elle ne change rien à l'extérieur, seulement à l'intérieur. Et voici un détail rarement mentionné. Une flottille de Venator a servi à protéger et ravitailler le chantier de construction d'une station spatiale de combat géante, près de la planète d'Esper, sous les ordres d'un officier de haut rang nommé Tarkin. La station qu'il protégeait n'avait pas encore de nom officiel. Plus tard, la galaxie la connaîtra sous le nom d'Étoile de la Mort. La série de Bad Batch raconte la suite mieux que n'importe quelle autre source. Les Venator, repeints en gris impérial, perdent l'or rouge de la République. Et l'un des moments les plus sombres de la série, 3 Venator ouvrent le feu sur Tipoca City, la capitale de Kamino, sur ordre direct du vice-amiral Rampart. Le monde même qui a donné naissance aux clones qui les pilotent, rayés de la carte par leurs propres descendants, après l'évacuation du personnel. Le Venator devient alors le symbole visuel de la mort de la République. Pour vous donner une vraie idée de l'échelle, le Titanic mesurait 269 mètres de long. Il faudra aligner plus de 4 Titanic bout à bout pour faire la longueur d'un seul Venator. Et en longueur, plus de 2 Charles de Gaulle. Le porte-avions, pas le bonhomme. Sous l'Empire, le Venator fut progressivement remplacé par le destroyer stellaire impérial. Plus grand, plus standardisé, plus terrifiant visuellement, ses équipements internes s'avérèrent même inadaptés pour accueillir les nouveaux chasseurs TIE de la firme Sienar. Le Venator était conçu pour gagner une guerre. Le destroyer impérial, lui, était conçu pour maintenir un empire. Même des décennies après le retrait de leur service, leurs carcasses continuent d'apparaître aux 4 coins de la galaxie. Sur Braca, dans les champs de bataille oubliés, ou dérivant dans le vide spatial. Les vestiges silencieux d'une république disparue. 2 derniers détails avant de conclure. En latin, le mot Venator signifie chasseur, un nom qui n'a jamais été aussi bien choisi. Et les livres de référence citent une certaine Lyra Wessex comme ingénieur du Venator. Son portrait officiel, c'est en réalité un ancien croquis de la princesse Leia à la Cité des Nuages, dessiné par Ralph McCrary, et jamais utilisé dans l'Empire contre-attaque. Même les coulisses du lore ont leur propre recyclage. Le destroyer stellaire de classe Venator, croiseur Jedi pendant plus de 3 ans de guerre, instrument de l'ordre 66 en un seul jour. Symbole de la mort de la République sous l'Empire naissant. Le même vaisseau, la même coque, 2 régimes. Une seule leçon. Parfois, ce ne sont pas les machines qui changent, c'est ce qu'on leur demande de faire.